dire un petit mot avant que Ali présente pourquoi cette journée et nous présente le conférencier. Ce qui peut faire le succès de cette journée, c'est qu'il y ait du monde. Et ce qui est du monde, c'est qu'elle soit relayée et que surtout que les associations différentes se mobilisent. Qu'on arrive à former une espèce de communauté d'associations, une espèce d'association au moins pour cette journée-là. Donc cette année, on a essayé de convoquer plusieurs associations et ils nous ont pas trop suivis. On a quand même lancé la chose, en espérant qu'à l'année prochaine, il y aura plus d'associations. Il faut que tous les pays d'Afrique et les afro-descendants et la diaspora soient concernés et soient impliqués dans cette journée-là, au moins cette journée-là. Donc c'est important, donc on initie les choses, on espère que ça va, c'est comme un peu les graines qu'on plante, on espère que ça va apporter des fruits, des baobabs ou des belles fleurs. En tout cas, voilà, on compte vraiment sur vous pour en parler. 16 juin prochain, pour une prochaine journée internationale sur l'enfant africain. Bien sûr, on va diffuser très tôt pour faire des réunions, pour voir ce qu'on peut faire chacun ce qu'il peut amener à sa manière. Ça peut être aussi bien en conférence, ça peut être aussi bien en atelier, ça peut être aussi bien en petits jeux. Faire venir les enfants, que ce soit vraiment une journée familiale. Il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose autour. Voilà, je vous remercie. Alors, je propose que Ali, tu présentes Henrik et la Ligue panafricaine de Moja. Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence sur le massacre de Soweto le 16 juin. Pour revenir un peu sur l'historique du massacre de Soweto, c'est le 16 juin, dans l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Des étudiants, des élèves ont décidé de manifester parce qu'ils étaient contre l'introduction de l'Afrikaans comme langue d'enseignement en fait, dans les écoles. Donc l'Afrikaans qui est une langue parlée par les Hollandais. Les Hollandais qui sont les tenants en fait du parti Afrikaner. Ouais, les Boers, exactement. Mais la plupart étaient originaux en fait. Et donc suite à cette manifestation où pratiquement il y avait des jeunes, la police tire à balles réelles. Donc il y a près de 700 morts. La plupart c'est des enfants. Le monde gardera l'image de Hector Peterson. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en fait l'image en fait d'un jeune homme qui tient un enfant dans ses bras et à côté il y a une jeune fille. L'enfant qui est mort, qui était dans les bras de l'autre jeune homme s'appelle Hector Peterson. Donc il avait 13 ans quand il a été assassiné. Et cette manifestation elle est très importante parce que elle radicalise la lutte contre l'apartheid. Et suite à ça, la lutte va prendre un tournant complètement radical et qui va permettre justement à l'ensemble de tous les mouvements qui luttaient contre l'apartheid de se structurer et de se battre contre la fin de l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Donc l'UNESCO a décidé d'instaurer cette journée comme la journée internationale de l'enfant africain, en hommage à ces martyrs qui étaient la plupart des enfants. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui avec le CTNE, justement qui a été présenté tout à l'heure par le président Nadjimou, et en partenariat avec la Ligue panafricaine Umoja, dont je suis le représentant. La Ligue panafricaine Umoja, qui est une organisation politique panafricaniste. En France, nous sommes sous forme d'association, mais sur le continent, nous sommes une organisation politique panafricaniste, c'est-à-dire nous sommes un parti politique. Nous avons vocation à être présents sur tous les territoires africains et notre but, en fait, c'est d'aller à la création des États-Unis d'Afrique, parce que nous estimons que l'Afrique ne pourra avoir que de force que quand elle sera unie sous un seul gouvernement fédéral, parce qu'en fait, il y a la nécessité de défendre l'Afrique, parce que l'Afrique est le continent là où il y a toutes les matières premières. Et cette faiblesse en fait, structurelle de l'Afrique, héritée de l'esclavage et de la colonisation, fait que les peuples africains sont encore dans une situation où il y a beaucoup de souffrance. Donc nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc on est présent sur 15 territoires en tout dans le monde, et en Afrique, on est présent sur 7 territoires. Donc on construit petit à petit l'avenir de l'Afrique. Il n'y a que la volonté et la détermination qui peuvent nous permettre de réaliser ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Africains eux-mêmes qui peuvent décider de changer leur destin. Et c'est pour ça que c'est vraiment un honneur et une fierté de se rassembler et d'organiser des événements comme celle d'aujourd'hui, qui est très importante. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va donner la parole à Eric Mwafo. Tout à l'heure, quand je lui ai demandé, parce que je le connais, je lui ai demandé comment est-ce que je vais le présenter. Il m'a dit, oh non, mon frère, moi je suis un passant. Présente-moi de la manière la plus simple possible.
On dit souvent l'homme, quand il passe, il laisse des traces partout où il passe. C'est ça qui fait l'homme. Aujourd'hui, Éric Moifo va nous laisser les traces de sa pensée, de sa réflexion. Et je tiens à préciser qu'il est enseignant-chercheur en sociologie des conflits. Et donc, c'est une personnalité. Enfin, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser vous-même découvrir sa pensée. Et encore merci d'être venu, merci d'être présent. Et très bonne conférence. Merci Gali. Je préfère rester là. J'aime pas beaucoup. Alors, comme il a dit, moi je m'appelle. Mon prénom c'est Eric, mon nom c'est Moifo. Mais j'aime bien qu'on m'appelle Moifo, parce que Moifo c'est le nom qui me parle. Eric, c'est un prénom qui m'a été donné, j'en assume. Et ma présence ici tient également à remercier Michel, qui a bien voulu m'associer à cette journée pour venir partager avec vous, pas forcément une vérité, mais partager avec vous mes hypothèses de recherche sur un objet, comme c'est précisé dans le papier que vous avez vu, sur les paradoxes d'une notion qu'on appelle l'éducation, à partir d'un terrain qu'on appelle l'Afrique. Déjà que, pour essayer de situer, rappelons-nous, tout à l'heure, Ali le disait, de même que Michel et bien d'autres, le 16 juin 1976, c'est bien... merci Tanguy. C'est bien... suivre ce qu'elle a voulu faire. En disant merci. Voilà. Il faut bien dire que c'est bien des élèves qui, à un moment donné, ont interrogé la langue par laquelle on devait leur transmettre un savoir. C'est bien des étudiants qui, à un moment donné, se sont interrogés sur ce que Frantz Fanon appelle le schéma mental. Ils sont allés dans la rue pour dire non à quelque chose. Ça nous amène à interroger ce que la plupart des organisations font souvent lorsqu'elles se battent sur quelque chose qu'on appelle le droit à l'éducation. Ceux qui ont marché en 1976, ils étaient bien à l'école. C'est pas ça? Sauf qu'ils se sont interrogés ou bien ils sont opposés à l'usage d'une langue pour transmettre un savoir. Et là, ça me situe sur deux points sur lesquels je vais échanger avec vous. L'éducation comme contenu et l'éducation comme méthode pour transmettre un savoir. Il y a un débat qui oppose très souvent la plupart des chercheurs sur la question de l'éducation. C'est que parfois on a tendance à croire qu'il y a un endroit où on pense un modèle. Et que cet endroit où on pense le modèle, c'est cet endroit qui doit influencer les autres mondes sur la question de l'universel. Si vous observez bien, à partir de l'indépendance de la plupart des pays africains, on a tenté de vouloir construire nos sociétés à partir d'un modèle. Comme s'il y avait un modèle référent, comme s'il y avait un savoir référent, comme s'il y avait une certaine façon de faire. Et ça montrait plus ou moins les limites de la façon dont ces sociétés aujourd'hui s'expriment. Et la question de l'universel, comme dit Edgar Morin, a été portée de façon, je dis quoi, il y a une forme d'escroquerie, je pèse mes mots, il y a une forme d'escroquerie de la pensée où on voudrait faire croire que, en allant sur un terrain africain, on va sur un terrain vierge, où ceux qui y sont dépourvus de connaissances, et dit-on, on leur apporte une connaissance. Et Edgar Morin va plus loin en disant, lorsque vous niez à ceux à qui vous prétendez apporter une éducation, lorsque vous niez leur connaissance, bien évidemment, ils deviennent réfractaires. Et cette forme, justement, de vouloir imposer une certaine façon de voir le monde, c'est parce qu'on a souvent tendance à croire que ce qui se fait sur le vieux continent, c'est le modèle universel, le modèle monde. Et donc, comment sortir de cette façon de penser, cette dialectique dans la façon d'appréhender l'objet d'éducation? Et là, je parle en termes de contenu. Vous allez observer que la plupart de ceux qui gouvernent nos sociétés en Afrique sont bardés de diplômes. Ils ont fait les meilleures universités, ils ont été les meilleures écoles du monde. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre que ces personnes qui ont fait ces meilleures universités, qui ont côtoyé cet endroit où on se trouve, rentrent dans nos propres pays
mais n'arrive pas à impulser quelque chose de nouveau. Et là, je reviens encore, et là, je vous invite franchement à lire François. Vous lisez l'enseigne de la révolution algérienne, vous voyez la démarche intellectuelle de Fanon. Et je vous rappelle que Fanon, il est mort à 36 ans. Et la pensée de Fanon, elle est encore d'actualité. Et Frantz Fanon dit, vous ne pouvez pas lutter contre le sous-développement si votre schéma mental n'arrive pas à vous définir. Est-ce que je me définis par rapport à l'autre ou je me définis par rapport au savoir que j'ai en participant à l'universel? Et c'est pour ça que nos sociétés n'arrivent pas à décoller, parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est parce que je vais aller à l'école en ayant un diplôme que je vais avoir le stade ultime de la connaissance pour promouvoir un développement. Ce qui n'est pas vrai, comme nous le rappelle si bien Nelson Mandela. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous savez lire et écrire que vous connaissez voter. D'ailleurs, là où on se trouve ici en France, on a le meilleur exemple avec la montée d'un parti. Donc, je reviens pour dire que la connaissance de nos sociétés ne peut être une vérité absolue que si et seulement si on travaille sur nous-mêmes. Et travailler sur soi voudrait que le contenu de l'éducation qu'on donne dans nos écoles travaille sur la mémoire. Je vous rappelle que la mémoire de nos sociétés est contenue ailleurs, c'est-à-dire que c'est le dominant d'hier qui garde encore notre mémoire. Et cette mémoire-là, elle n'est pas enseignée. Parce qu'au lendemain du 16 juin 1976, il faut rappeler que le 17 juin, donc le lendemain, la maison de Nelson Mandela a été fait musée. C'est-à-dire que sa femme Winnie, pour essayer de trouver un lieu où des gens peuvent s'appuyer sur quelque chose d'existant pour travailler leur schéma mental, la maison de Mandela à Soweto est devenue un lieu où les gens pouvaient venir s'abreuver sur quelque chose. Donc l'éducation, ce n'est pas tant le fait d'avoir un diplôme. Ce n'est pas parce que vous allez aller construire une école au Mali, construire une école au Cameroun, que vous allez dire que, ben voilà, on a scolarisé, on a participé à amener les enfants à avoir droit à la scolarisation. De mon point de vue, tant qu'on ne travaille pas sur le contenu qu'on enseigne à l'école, on va toujours rester à l'étape primaire de la connaissance et de l'action. Ce n'est pas que dans nos sociétés, parce que même ici, je vous rappelle qu'il y a un ancien Premier ministre français qui est candidat quelque part dans les centres qui disait comprendre, c'est excuser. Je ne sais pas si, vous savez, après les tristes événements de 2015, il y a eu tout un discours qui s'est construit en disant, en accusant les sociologues, pour dire que le fait de vouloir expliquer l'attentat est déjà une démarche pour excuser ceux qui ont commis l'acte. Ça veut dire qu'on dit à ceux qui sont à l'école de ne pas avoir l'esprit critique. On dit implicitement que quand je vais à l'école, je dois simplement accepter ce que mon enseignant me dit. Or, le rôle de l'école, de mon point de vue, c'est de donner les outils à ceux qui y sont pour participer au débat de société. Et avoir ces outils, c'est avoir l'esprit critique pour dire à l'autre qui m'enseigne ou bien qui me dit quelque chose, je suis également en capacité d'interroger ce que tu me dis. Donc le débat n'est pas que dans nos sociétés, parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à donner des outils critiques à cette jeunesse-là pour participer au débat de société. Comment on peut faire en sorte que celui qui écoute quelque chose soit en capacité d'interroger ce qu'il écoute. Et je reviens sur l'objet premier, sur le terrain qu'on appelle l'Afrique. Observez bien, depuis que je suis en France, ça fait 5 ans. Très souvent, lorsqu'on parle d'Afrique, ça renvoie à deux principales choses. Quand on dit Afrique, soit c'est la pauvreté, soit c'est noir. Ils se sont très amusés parce que quand je suis arrivé ici en 2012, je vais dans mon laboratoire de recherche et mon directeur fait le tour. On se présente dans mon laboratoire et je me lève, je dis je m'appelle Éric Moifo et je viens d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai un collègue qui dit que le nom Moifo est difficile à prononcer. Bien évidemment, j'ai d'abord arrêté la présentation des autres collègues pour dire que en quoi, et c'est là où justement la pensée de Fanon est intéressante. Si j'avais été émotif, j'aurais très certainement crié sur mon collègue.
Mais parce que j'ai lu Fanon, je me suis dit, comment j'arrive par mon schéma mental à lui faire comprendre l'ignorance qui l'anime, bien que nous soyons dans un même laboratoire de recherche. Et quand je lui ai dit que ce n'est que 2 syllabes, moi, faux, et qu'il y a d'autres noms dont les syllabes sont difficiles à prononcer, en quoi est-ce que ça renvoie à une difficile prononciation? Et là, vous comprenez très bien que son schéma mental est un schéma condescendant. Parce qu'il a été formé dans une école où celui qui vient d'un terroir qu'on appelle l'Afrique ne peut pas être en capacité de produire le savoir. Et lorsque nous avions échangé, lui-même il a compris l'ignorance dans laquelle il avait construit son positionnement intellectuel. Donc lorsqu'on dit Afrique, soit c'est un pays, je l'entends beaucoup, non sont des Africains, comme si Africain, ou bien comme si Afrique, c'était un endroit fermé, difficile d'accès, ou un endroit où il n'y a que des gays ou des familles. Le deuxième élément que je vais prendre pour tenter également de montrer ce paradoxe-là sur l'Afrique, j'ai enseigné une fois à l'école de commerce. Et j'ai pris des étudiants, je leur ai dit, on va aller... il y avait une exposition sur le Mali, lorsqu'il y a eu le... Non, c'est pas l'école, c'est à l'époque Stendhal, lorsqu'il y a eu l'action de Barkhane au Mali. Je leur ai dit, on va aller à une exposition sur le Mali. Lorsqu'on est arrivé à la maison de l'International, il y avait la carte du Mali, la carte de la France. Et j'ai demandé aux étudiants, lorsque vous voyez les 2 cartes, entre la carte du Mali et la carte de la France, quel est l'État qui est le plus grand? Je ne les en veux pas, ces étudiants. Tous m'ont dit la France. Je leur ai demandé qui parmi vous a son téléphone. Bien évidemment, tous ont. Qui parmi vous a Internet? Bien évidemment, tous ont. Je leur ai dit, tapez sur Internet la superficie du Mali et la superficie de la France. Et tous se sont rendus compte que le Mali, c'est 2,5 fois la France. Vous voyez comment, même par la carte, dans le contenu de formation, on construit un schéma mental condescendant sur l'autre. Donc je n'en veux pas à ces étudiants d'appréhender l'Afrique ou d'appréhender un pays comme étant un quartier de leur propre pays. Donc ce paradoxe-là renvoie à l'idée que si je veux construire une liberté, ce n'est pas tant en donnant l'éducation, c'est en donnant des outils critiques à ceux qui entendent une connaissance, qu'ils soient en capacité de l'interroger. Si on ne reste que dans un contenu où on ne dit que des vérités, on construit implicitement une forme d'assujettissement de ceux qui reçoivent un savoir. On ne construit pas la liberté. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais peut-être conclure là-dessus, c'est pour ça que depuis que les actes violents qu'on observe dans le monde se perpétuent, vous allez observer qu'il y a une forme de défaite de la pensée. Et la défaite de la pensée fait que nous sommes où on est devenu résignés dans notre façon d'analyser ces actes violents pour tenter d'apporter des remèdes. Donc, fini sur cette belle thématique que Michel m'a proposée sur l'éducation comme paradoxe sur l'Afrique, liberté ou assujettissement, je n'ai pas voulu rester enfermé sur un objet de terrain qu'on appelle l'Afrique. J'ai voulu tenter de vous montrer que si vous ne vous battez que pour l'éducation, sans travailler son contenu, vous ne construisez pas la liberté de ceux qui l'entendent. Et s'il y a ce contenu et que vous ne travaillez pas la méthode de transmission, bien évidemment, vous n'allez former que des zombies. Parce que vous aurez l'impression que mon enfant a une licence, un master, un doctorat, mais il est en incapacité d'avoir des outils critiques pour participer au débat de société. Donc le mot Afrique, ou tous ces noms qu'on entend, nous devons aujourd'hui être capables de se dire comment j'interroge même les mots qu'on emploie pour désigner cette Afrique-là. Et je finis sur un seul verbe que je n'aime pas beaucoup et que j'emploie rarement quand j'enseigne, c'est le verbe aider. Alors très souvent, puisqu'actuellement j'étais avec mon ami Simon, il y a un lycée de Grenoble, c'est le lycée Pierre Termier, Pierre Termier. Il y a des élèves, c'est un beau projet franchement, il y a des élèves du lycée Pierre Termier qui vont aller dans mon pays au Cameroun, dans un village qu'on appelle Gounipoupa, pour aller électrifier, donc participer à l'électrification de ce collège et d'un centre de santé.
Moi, j'ai apprécié le projet. Je suis allé avec Simon rencontrer son professeur. Non, le professeur de ces élèves-là. Et j'ai dit au professeur, tant que, si vous voulez aider ces gamins à avoir l'esprit critique, ne dites plus jamais qu'ils vont aider leurs semblables sur une autre terre qu'on appelle Bonipupa. Ils ne les aident point. Ce n'est pas parce que tu apportes l'électricité que tu vas parler d'aider. Aider renvoie à l'idée de supériorité. Donc ça construit un schéma mental condescendant. Donc comment tu peux dire à ces élèves qu'ils vont aller accompagner d'autres? Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la circulation de la violence. S'il y a un terrain qui brûle ailleurs, mettez la barrière ici en Europe, mais les gens vont toujours arriver. Ils vont même sauter ces barrières pour y arriver. Donc si vous voulez construire un schéma mental, comme dit Fanon, de ces élèves qui vont aller agir à Bonipupa, arrêtez d'utiliser le verbe aider, arrêtez de leur dire qu'ils vont aller sauver les petits pauvres. Pas du tout. Si vous le dites, vous dites implicitement qu'ils nient la connaissance, comme ces gamins, de pouvoir agir dans leur propre société. Donc, je conclus, comme le dit Mandela, que j'aime bien, l'éducation est certes l'arme la plus puissante pour construire une société. Si on veut qu'elle soit une arme pour construire une société, travaillons son contenu et la méthode de transmission. Je vous remercie. Moi, je voulais juste... du coup, en fait, c'est peut-être déjà mieux d'installer un dialogue. Ouais. On va prendre des questions. Une petite remarque. Et si tu as une remarque, tu vas la donner. Je dis que l'Afrique, il y a deux mots qui, lorsqu'on parle d'Afrique, qui reviennent, c'est noir et paupérisation, et pauvreté. Mais, à mon avis, par rapport à mon expérience, au quotidien, en France, le mot qui revient en premier, c'est le mot esclave. Lorsqu'on parle de l'Afrique, boum, esclave. Et lorsque moi j'ai eu l'occasion de faire des interventions dans des collèges et dans des lycées dans la région, et moi lorsque je prends le mot esclave et que je leur dis, j'explique que c'est un mot qui a une origine européenne. La racine c'est slave, c'est un mot qui concerne d'abord et avant tout la traite des blancs. Et lorsque je parle de ça, tout le monde, même les profs, ils tombent par terre parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est une réalité, une réalité que ce mot esclave, on l'a adossé à l'Afrique et c'est un mot qui ne concerne pas l'Afrique. Peut-être si je vais ajouter à la suite, que je partage totalement, c'est pour ça que si on n'est pas soucieux d'aller à la recherche, on ne comprendra pas les catégories des expressions. À la suite de ton propos, moi j'ai lu un travail d'un chercheur qu'on appelle Achille Mbembe qui a fait un livre qui s'appelle Critique de la raison nègre, où il explique comment on a, excusez le terme, mais colorié l'humain. Parce que de façon radicale, de façon dans la pureté sémantique, je ne suis pas noir. C'est-à-dire en termes de couleur. Si vous prenez le blanc en termes de couleur, il n'est pas blanc. Effectivement, au XVIe siècle, quand les esclaves européens et africains sont arrivés à l'État de Virginie aux États-Unis, pour différencier l'esclave, on a essayé de construire une opposition de couleurs, noir et blanc. Et vous pouvez également l'observer dans la musique. Une note blanche égale deux notes noires, ceux qui font de la musique. Donc la notion de blancheur a été purifiée en termes de beauté. Et la notion de noirceur a été impurifiée en termes de, je ne sais pas si on peut dire, de souffrance ou de saleté. Donc, quelle est notre capacité de façon intellectuelle, sans tomber dans une forme binaire et manichéenne du monde, d'opposition noir-blanc, pour expliquer que, en fait, nous ne sommes qu'un. Mais que, idéologiquement parlant, des gens ont mobilisé des mots pour tenter d'opposer ou de différencier l'espèce humaine. C'est ce que je pouvais peut-être apporter à la suite du fait, que je partage d'ailleurs. Peut-être d'autres réactions, des questions? Donc pour aller dans ton sens en termes de... je disais que là, effectivement, quand tu as abordé la problématique de l'éducation, tu es resté sur une phase
entre guillemets, transmission de savoir, l'école, enfin, une transmission structurée. Et peut-être aussi qu'il manque aussi d'éducation familiale, sociale et environnementaux, parce que du coup, l'enfant est exposé à différents environnements et il prend aussi. Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, je pense que la difficulté qu'on a dans ce pays à éduquer les enfants, et je pense que comment dirais-je, quand on traverse la Méditerranée, dans certains pays africains aussi, en tout cas les 2 pays que moi je connaisse, j'ai l'impression qu'ils ont à peu près la même problématique, c'est effectivement ce problème de référence absolue, où effectivement une culture est devenue une référence absolue et que chacun se réfère à cette culture-là et qu'à partir du moment où tu es en résistance, enfin c'est difficile de le réaliser, 2, de rester en résistance, parce que l'enfant est beaucoup plus exposé à cela, intègre inconsciemment cette norme-là, et toi, parent, tante ou structure que ce soit, quand tu t'opposes à ces références-là, en fait, tu te retrouves très vite en difficulté, voire marginalisé, et les mots peuvent aller très vite, tu peux même te retrouver traité d'intégriste, notamment si tu rajoutes une note spirituelle, où tu vas contester la société, etc. Et c'est vrai que notre société ne nous prépare plus. Si je fais un comparatif entre l'instruction que moi j'ai reçue, l'instruction que ma fille reçoit, effectivement, ils avalent. Il n'y a aucun moment où il y a une analyse. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est volontaire ou est-ce que réellement on a perdu quelque chose? Moi, j'ai plus l'impression que c'est volontaire, parce que je me dis qu'un peuple, finalement, qui est peu doté d'outils, d'autocritique, de critique tout court, est un peuple plus facilement manipulable. Et du coup, ça rejoint aussi la politique de où on veut aller. Est-ce qu'il y a une volonté à nouveau du dominant d'asservir les gens sans que les gens s'en rendent compte? Donc du coup, ça veut dire qu'on vit une certaine servitude que l'on cautionne, consciemment ou inconsciemment. Voilà, moi, c'est des réflexions un peu que j'avais, que je voulais partager avec vous. Moi, j'ai dit par rapport à l'éducation, est-ce que la langue ne joue pas souvent en Afrique? Prenons l'exemple de la Centrafrique. C'est un pays qui a une seule langue nationale. Donc, au lieu d'enseigner avec cette langue, le pays est obligé d'enseigner avec la langue française. Là aussi, ce n'est pas une manière de domination, parce que souvent, quand prenons l'exemple de la France, souvent quand ils voient que les Français, par exemple, pas tous, mais ceux qui ont la pensée dominante, quand ils se voient que, tu vois, dans des pays africains, les gens ne parlent que de français, ils se voient, c'est comme si ces pays-là, ils ont l'incapacité même de parler avec leur propre langue. Je ne sais pas si c'est une vision. Alors, moi, je n'ai pas une réponse. Je n'aime pas le mot réponse. Je n'ai que des hypothèses en lien avec ta question. Première chose, c'est que la langue française doit être désethnicisée. C'est-à-dire, ce qui m'amuse souvent, c'est que les gens, le discours dominant, ou bien le discours porté par des acteurs publics, tentent d'ethniciser la langue française. Non, c'est nier l'histoire de ce propre pays. Il y a bien des langues. Et c'est pour ça que si on veut se décoloniser, c'est d'abord mental. Ce n'est pas tant couper les chaînes. Il faut bien observer que lorsqu'on est venu dans nos sociétés, lorsqu'on veut lire l'autre qui n'est pas soi, on le lit à travers son référent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais appréhendé ce qu'on appelle des langues comme étant des langues, mais comme étant des patois. C'est-à-dire que patois, c'est une sous-langue, c'est-à-dire c'est une forme d'incapacité à le verbaliser, à l'alphabétiser. Donc on dit patois. Mais ici en France, il y a bien des micro-langues. Moi, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé par la ville de Toulouse, je suis très curieux. J'entends dans les métros et les trams une langue bizarre qui dit, c'est quoi ce truc?
Et quand je demande un jour au chauffeur, mais c'est l'occitan, je suis allé sur Internet, j'ai fouillé. Je me suis rendu compte que c'est une langue. Parce que la République française a été violente hein, pour imposer la langue française. On a obligé ceux qui sont ici d'abandonner leur langue, l'occitan, le corse, pour imposer une langue. Aujourd'hui, intellectuellement parlant, le fait que la Centrafrique, le Cameroun et bien d'autres pays parlent la langue française participe à son internationalisation. Donc pour moi, c'est un instrument pour transmettre ma pensée. Aujourd'hui, je mobilise la langue pour transmettre un savoir et non pour affirmer ma posture d'assujetti. C'est totalement différent. Et là où je peux te rejoindre, et c'est là également notre capacité à inventer, à imaginer. C'est-à-dire, je suis content aujourd'hui, c'est qu'à l'Union africaine, ils ont pris du temps pour arriver à ce niveau. Le Swahili, aujourd'hui, est une langue à l'Union africaine. Bachir Ndiaye, le Sénégalais Bachir Ndiaye, est en train de construire l'alphabet du Wolof. J'étais à Niamey il y a 2 ou 3 mois. Donc il y a des langues qu'on arrive aujourd'hui à alphabétiser pour le transmettre. Et je dis bien qu'on doit pouvoir saisir la langue comme un instrument de transmission d'une pensée, si tant est qu'on veut se libérer soi-même, et non rester à l'idée que j'entends souvent ici en France, on va vendre notre culture. Non, le fait de parler la langue française ne m'embrigade pas dans une culture. Je l'utilise pour transmettre une pensée. Et ceux qui veulent s'en réclamer de façon ostentatoire doivent pouvoir rentrer eux-mêmes dans leur propre histoire pour comprendre que cette langue-là a été imposée aux autres. Sauf que, si je peux me permettre, sauf que une langue, sauf que tu peux l'utiliser comme instrument, si tu prends de la hauteur dans un contexte peut-être donné, soit universitaire, etc. Mais sauf qu'une langue transmet aussi de l'affectivité et transmet aussi une culture, une façon de penser, et que bon, moi je suis assez terre à terre, hein. Je parle que de ce que je connais. J'ai élevé ma fille. L'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit, justement, moi j'ai bien compris que maîtriser un langage, c'était important. C'est important de maîtriser une langue pour exprimer ses idées, pour se faire entendre, etc. J'ai priorisé le français, mais sauf que maintenant, on arrive à un moment où il y a des valeurs, des pensées que je voudrais lui faire passer, et que ces valeurs et que ces pensées sont issues de ma culture africaine, et que j'ai pas les mots, la tonalité, donc pour entre guillemets lui faire pour que l'impact que j'en ressens, pour lui transmettre ça. Et là, la langue est aussi très importante. Et je pense que c'est pas c'est pas un outil anodin. Je vais dire que tu utilises une fourchette en fer ou en plastique, tu peux en faire la même utilisation, mais la langue, je pense que c'est un outil qui est très particulier, et c'est là où j'ai compris quand on dit langue maternelle, parce que tout ce qui est maternel, il y a une notion d'affectivité, de transmission, de lien, une espèce de filiation qui est aussi très important. Et je pense qu'à un moment donné, quand 2 personnes n'ont pas été élevées intégralement dans cette même langue, il peut y avoir une scission. Moi, pour enchérir sur le débat, que je partage, on revient sur l'objet premier, sur le rôle de l'école. De mon point de vue, l'école est un instrument pour ouvrir l'esprit. Moi, par exemple, je ne parle pas la langue de mon père, ni celle de ma mère. Mais aujourd'hui, parce que j'ai été à l'école, je peux aller apprendre cette langue, parce qu'il y a un alphabet. Au Cameroun, par exemple, le Douala, il y a des chercheurs camerounais qui sont de l'alphabétiser. Je peux également l'apprendre, cette langue. Le Bamoun, au Cameroun, est également d'être alphabétisé. Je peux également apprendre cette langue. Donc l'école, et là je reviens sur Fanon, nous ouvre l'esprit. Et lorsque ça m'ouvre l'esprit, je suis maintenant en capacité d'apprendre la langue que je veux. Et parfois, ce que j'observe, c'est que nous sommes souvent dans une forme d'incapacité à visibiliser ce que nous faisons.
Moi j'étais au Niger, au nord de Tilaberi, c'est une région frontalière avec le Burkina et le Mali. Mais, chers amis, ce que j'ai vu là-bas, c'est impressionnant. Vous avez des gens qui parlent 4 langues. Vous êtes dans un marché. La langue du commerce, la langue du vendeur. Donc, si tu veux acheter le mouton, tu dois mettre la langue du vendeur. Mais c'est une intelligence phénoménale. Qu'est-ce qui nous coûte aujourd'hui, en tant que diaspora africaine, de financer un chercheur qui nous produit une thèse de doctorat sur cette façon de construire la socialisation? Puisque la frontière entre le Mali et le Niger et le Burkina ne veut absolument rien dire. Si je prends la carte de la langue du tamashek, le tamashek est parlé au Niger et est parlé au Mali. Si je prends la carte de la langue du Swahili, ça n'appartient à aucun pays. Le Lingala, la même chose. Dans la carte des langues, on arrive à montrer les limites de la cartographie liée à la frontière administrative. Et c'est pour ça que moi, je pense et je postule en termes d'hypothèse que l'école nous ouvre l'esprit. Et aujourd'hui, avec mon ouverture d'esprit, je peux apprendre toutes les langues. Si je veux faire 3 ou 4 mois au nord Niger, je suis obligé d'apprendre le tamashek. À l'extérieur du Cameroun, j'étais obligé de parler l'arabe. Bon, pas l'arabe pur, hein. J'avais des petits mots, des petits bris, parce que tu dois te faire entendre, te faire accepter par les gens. Donc pour moi, le rôle de l'école n'est pas de donner un diplôme. Le rôle de l'école me sert à m'ouvrir l'esprit, et maintenant j'utilise les langues que je veux comme instrument pour faire passer une pensée. Ça, c'est mon hypothèse de recherche. Bonjour à tous. Je vais commencer par 2 questions et peut-être par la suite revenir sur quelques commentaires. La première est de savoir comment repenser les lieux de socialisation en Afrique de façon générale. Je pense que vous avez commencé un tout petit peu à répondre à la question de Annie. Et la seconde question, c'est de savoir, n'y a-t-il pas urgence de repenser les politiques d'éducation? Je crois savoir que ça aborde un tout petit peu votre travail des thèses que vous avez défendues tout récemment. Si je pose ces 2 questions, c'est parce que vous avez parlé de modèles référents, mais je pense que depuis les années 60, si je prends juste ce repère-là, il y a comme une forme d'impérialisme culturel, donc qui est basé sur le rapport nord-sud, basé sur les rapports dominant-dominé, et il me semble donc que c'est peut-être à partir de là que vient le problème de l'éducation comme donnée d'asservissement, ou alors éducation comme donnée de libération. Donc, voilà pourquoi je souhaiterais que vous essayez un peu de nous donner quelques outils de compréhension par rapport aux 2 questions que j'ai posées là, mais en prenant peut-être pour point de départ cette forme d'impérialisme culturel, et qui concerne également même nos façons de penser et de réfléchir, parce qu'on va voir que la plupart des Africains, on a toujours une pensée extravertie. Donc on pense toujours en fonction de l'autre, à partir de l'autre, en prenant pour exemple l'autre. Donc je m'arrête là pour cette question. Merci. Alors, la première, comme je l'ai dit, moi je n'ai pas de réponse, je dis toujours, je n'ai que des hypothèses. Sur la première question en termes de lieu de socialisation, moi je l'ai dit, moi j'étais impressionné quand je suis allé au Niger, je l'ai dit très clairement. Vous allez au marché, parce que parfois quand on dit un lieu de socialisation, parfois on pense qu'à l'école. Non, l'école n'est pas le seul lieu où on peut se socialiser. Vous allez au marché, vous avez un parent qui n'a jamais fait l'école et qui parle 4 langues. Maintenant, quelle est ma capacité, moi, qui ai eu l'opportunité de faire l'école, de rendre visible cette intelligence et sortir de l'escroquerie intellectuelle qui nous a enfermés depuis tant d'années, qui voudrait nous faire croire qu'il y a un modèle qu'on doit rattraper. Non, je n'ai pas, en tout cas, pour moi, je n'ai personne à rattraper.
j'ai introduit mon intelligence et mon analyse sur le monde pour participer à la question de l'universel. Parce que l'universel, il y a plein qui ont travaillé dessus, hein, mais c'était des escrocs, il faut le dire très, très concrètement, intellectuels, qui ont voulu, c'est comme le débat sur l'État, et je reviens sur l'État par exemple. Parfois, on a, ce qui enferme nos sociétés, c'est que sur la question de l'État, on dit que c'est l'État de Weberien, non? Ce qu'on entend souvent, l'État Weberien. Mais allez lire Max Weber. Weber n'a pas défini une forme d'État. Weber n'a pas dit voici la forme de l'État. Il faut lire tous les écrits de Max Weber. Maintenant, on est venu chez nous pour analyser nos sociétés et on a analysé à l'échelle macro. On a dit État patrimonial, néo-patrimonial. Quand vous allez dans les lieux de socialisation, vous voyez comment les gens, les petites gens vivent. Et vous pouvez déconstruire ce qu'on appelle État patrimonial et néo-patrimonial. Si j'analyse les gouvernants de mon pays, bien sûr, c'est des corrompus. Et ce n'est pas la seule fenêtre pour comprendre un pays. Comprendre un pays, il est complexe. Aller dans ces lieux de socialisation, voir comment des gens inventent des usages et des pratiques. Un autre exemple, c'est le cousinage à plaisanterie. J'étais impressionné quand je suis allé au Burkina. Ils ont un truc là qui s'appelle le cousinage, ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest le savent, le cousinage à plaisanterie. Enfin, pardon, c'est la parenté à plaisanterie. En fait, c'est une pratique, d'ailleurs on est en train d'écrire dessus, c'est une pratique où ce qu'on appelle les communautés décident en tout cas de faire des unions maritales. C'est-à-dire un homme de la communauté A va épouser quelqu'un de la communauté B. Et l'idée qui sous-tend ça, c'est de travailler sur les conflits, en se disant que, comme nous sommes maintenant de la même famille, on ne peut plus se bagarrer. Donc, ça peut être intellectualisé, non? Pourquoi est-ce qu'on va penser que la résolution du conflit, c'est ce qu'est pensé à l'ONU? Pourquoi on ne prend pas le cousinage à plaisanterie pour donner compte à partir des usages des gens? Et si on parle des usages des gens, on repense l'État. Si on parle des lieux de socialisation, comme les marchés, pas les marchés, supermarchés, non, des marchés où des petites gens vivent et pratiquent, on observe leurs usages. En ce moment, on peut bâtir des institutions qui seront censées réguler leur vie. Et non de venir voir ce qui se fait ici en France, on voit le Sénat, l'Assemblée nationale, décentralisation, et on va rentrer chez nous dire décentralisation. Non. Dans les lieux de socialisation, je partage totalement cet avis, les lieux de socialisation doivent être appréhendés à partir des usages des gens. C'est à partir des usages qu'on construit une philosophie qui est censée régir le fonctionnement d'une société. Les Hannah Arendt, les Max Weber, tous ces grands penseurs, ils ont analysé, ils ont conceptualisé à partir de leur contexte. Ils étaient là chez nous. Ils sont venus voir comment on vit chez nous. Ils ont inventé des gros mots. Maintenant, quelle est notre capacité à donner un contenu à ces mots? Et c'est pour ça que, je le disais à des collègues, ces grands penseurs, portés par le père Tempels, ont inventé une science qu'ils ont appelée l'ethnologie, pour venir étudier des sociétés de nos pays qu'ils appelaient à l'époque des sociétés sans tête, donc des sociétés non organisées. Et l'ethnologie a donné naissance à l'anthropologie, avant que certains anthropologues ne viennent le repenser. Oui. Alors au début, l'ethnologie, lorsqu'elle a été créée, c'était une science où vous avez des grands penseurs qui ont essayé de théoriser la différenciation de couleurs. J'ai dit bien, Lévi-Bruhl par exemple, qu'on cite beaucoup, non, le philosophe Lévi-Bruhl. Voilà des grands concepteurs de ce machin. Ils prenaient un maître, vous avez suivi qu'on prenait les maîtres, non? Pour faire le pourtour du cerveau. C'était ça l'ethnologie au départ. Donc on prenait le pourtour, on se disait, quand tu as un petit cerveau, c'est que tu es bête. Et quand tu as un grand cerveau, donc tu es intelligent. Donc on a analysé l'Africain. Il dit, mais c'est un courant intellectuel, hein, et bien soutenu, hein, et bien construit. Si vous lisez Lévi-Bruhl, pour le déconstruire, il faut aussi bien lire, hein, et bien travailler. C'est pas seulement pour dire qu'il est raciste, non, c'est facile. C'est du simplisme. Et lorsque, dans
18e ou 19e siècle, ils ont vu les limites de cette science. Ça a donné naissance après à l'anthropologie, qui est une science qui étudie les sociétés, dont l'organisation sociétale. Oui. Et ils étudient les sociétés toujours par rapport à une société, comment dire, toujours par rapport à une société de référence. Exact. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je le dis très concrètement, on doit sortir de cette opposition-là. Il n'y a pas un lieu qui pense le monde. Ce n'est pas vrai. Un exemple simple. Lorsqu'il y a eu le débat sur le Burkini, je ne savais même pas ce que c'était le Burkini. J'ai été obligé de prendre position parce que... ou bien obligé d'aller voir ce qu'on appelle le Burkini. Pourquoi ça pose problème? C'est parce que dans le schéma mental, il y a ce qu'on appelle le modèle de liberté. Le modèle de liberté, c'est le string. Et le modèle de liberté, là, on veut l'universaliser. Non. Si on veut construire cette dimension universalisante, on doit accepter que chacun apporte sa part dans l'universel. C'est ce que développe par exemple Nietzsche, ou alors Edgar Morin qui est encore vivant, qui dit que l'universel a été un concept d'escroquerie occidentale où les gens ont voulu faire croire au reste du monde que la pensée française ou la pensée occidentale est la pensée monde. Un exemple, c'est la déclaration de 1789 en France. Ça s'appelle comment? La déclaration des citoyens universels, non? Il y a une déclaration sur quoi, sur le citoyen 1940 combien? 1946. Mais au même moment, il n'y avait pas on n'était pas sous tutelle, on n'était pas colonisé. Vous voyez comment les notions parfois ne veulent rien dire. Et c'est là où, pour revenir à la deuxième question que vous m'avez posée sur les politiques de l'éducation, on doit sortir de l'idée que on a un modèle à rattraper. Moi, je n'ai pas de modèle à rattraper. Je dois produire de la connaissance, un point trait. Et cette connaissance participe de l'universel. C'est ce que moi j'ai défendu dans ma thèse. Dans ma thèse doctorat, je leur ai dit, aucun d'entre vous n'était à l'extrême nord. C'est mon terrain. Je vous dis ce que j'ai vu. Et pas en comparaison de ce qui se fait en France. Pas du tout. Je vous rends compte des connaissances produites, pas des gens. Et ça doit participer à ce qu'on appelle l'universel. Donc, penser une politique d'éducation, c'est partie des usages des gens pour leur donner, un contenu et s'appuyer sur cette mémoire. Ah, mais comment on fait quand on sait que les programmes scolaires sont fabriqués ici? Les programmes scolaires de l'Afrique sont fabriqués ici. Donc, c'est-à-dire, c'est des programmes qu'on conçoit ici, qu'on structure, qu'on met, qu'on édite dans des maisons d'édition françaises et qu'on va transposer sur le continent africain. Donc, quelque chose qui est complètement insensé. Et quand tu dis que ce que tu as vu au Niger, je trouve ça fabuleux. Donc, si on réfléchit, c'est que c'est le peuple, enfin, le peuple est conforme dans sa manière de trouver des moyens pour réguler les problèmes qu'elle a dans sa société. Mais quand on regarde ce qui se fait à l'école, on peut se dire en fait qu'en Afrique, le problème c'est l'élite. Vu que l'élite sort de cette école-là, et que l'école, si on remonte encore à sa création, pendant la colonisation, c'était d'abord l'école des otages. Quand on lit par exemple l'IOT, c'était les fils des otages, des résistants qu'on a pris et qu'on a amenés à l'école. Donc c'était en gros, c'était pour fabriquer des futurs dirigeants qui seront conformes, c'est-à-dire au système colonial. Donc la question maintenant est très profonde. Mais maintenant, aujourd'hui, quelles sont les hypothèses de solutions que tu proposes justement pour décoloniser l'école? Parce qu'au final, on remarque que l'école, en fait, en Afrique, c'est une école qui est coloniale. C'est pour ça que l'élite sort, elle est complètement perdue et qu'elle n'arrive pas à trouver des solutions. Maintenant, toi qui es un déviant, parce que tu es arrivé, je ne sais pas comment tu as fait à dévier de ces systèmes, à avoir une pensée critique et radicale, quelles sont les solutions que tu proposes pour justement sortir de cette éducation coloniale? Alors, moi je n'ai pas de solution. Je dis tout comme ça, je n'ai que des hypothèses. Vous savez, ce qui m'amuse beaucoup, tout à l'heure, je connais bien Ali, on est très proches. Il y a souvent une façon de se présenter. Il y a aussi parfois une façon de parler. J'ai dû assister à plusieurs conférences où j'entends des gens mobiliser Fanon, mobiliser Edouard Glissant, Edouard Saïd, mais quand tu les entends parler, tu te demandes s'ils ont lu l'introduction.
ou même la première, ou bien la quatrième de couverture. Ta réponse, je te juste, tu lis l'enseigne, c'est 146 pages, je crois. Ou les 4 livres de Fanon. Fanon est mort à 36 ans. Ce gars a théorisé ce qu'il appelle le schéma mental. La liberté, ce n'est pas le fait de marcher, c'est comment je pense. Ma façon de penser définit ma liberté. Ce n'est pas parce qu'on a brisé la chaîne que je suis libre. Et Fanon construit sa réflexion à partir de l'Algérie. On parle du voile. Allez lire Fanon, allez lire l'ancienne révolution algérienne. Déjà, à cette époque, il parlait déjà aux Algériens sur leur façon de se présenter, de se représenter le monde. Allez le lire. Et il disait très bien que vous qui êtes dominés, si vous voulez construire une pensée alternative, ce n'est pas en refaisant la même chose que le dominant. C'est d'aller au-delà. Premier point. Deuxième point, mais parfois on est pressé. Le plus dur, et c'est ce que je pense, c'est gagner le combat intellectuel. Et ça prendra du temps. Peut-être c'est dans 50 ans, 100 ans, 200 ans. Je ne dis pas que demain on va changer les choses. Pas du tout. Ça prendra un temps fou. Parce que quand vous observez le fonctionnement de nos sociétés, très peu de gens vont sur le terrain. C'est vrai. Parfois tu entends, je disais à mon ami, j'étais à N'Djamena à un colloque sur l'extrémisme violent. Et arrive à N'Djamena avec des experts du monde entier. Et j'entends des bonhommes me dire que utiliser les mêmes terminologies qu'ici en Europe. Radicalisation, déradicalisation, extrémisme violent, islamisme et tout. Et je demande à l'un d'eux, qui parmi vous a déjà été à une frontière du Sahel? C'est facile de dire, j'étais à Niamey, au Niger. Arrivé à Niamey, dans un hôtel 6 étoiles, qui n'est pas différent de nos hôtels ici, en passant. Parce que là où on était logé, en N'Djamena, c'est le Hilton, c'est 5 étoiles. Je disais à mon ami, c'est tellement beau que j'ai dit que c'est pas possible. Convertir ça en argent, vous me le mettez. Donc si je reste en N'Djamena, je sors de N'Djamena, j'arrive ici en France, je dis je suis un expert du Tchad. Donc il y a beaucoup d'escroquerie intellectuelle. Quelle est notre capacité? Aller voir la vie des gens. C'est ce qu'ont fait les penseurs ici qui pensent que les Hannah Arendt, les concitoyens, ils ont fait comment? Ils ont construit leur pensée à partir de la vie des gens. Et si nous le faisons, peut-être dans 50 ou 100 ans, les gens vont s'approprier nos réflexions pour bâtir une société alternative. Et je suis de ceux qui le pensent comme... Je n'invente rien. Il y a un nouveau courant qui émerge, pour lequel j'adhère totalement, porté par Shin Bembe Felwinsa. Si tu lis le récent livre de Felwinsa, Afrotopia, il le dit très clairement, l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et je le pense très concrètement. Sortons d'une lecture manichéenne, de croire que, parce que quelqu'un vit avec $1, il est pauvre. Les sociétés occidentales, dans 50 ans, sont des sociétés vieilles. L'avenir du monde, là, c'est chez nous. La jeunesse, là, c'est là-bas. Maintenant, quelle est notre capacité à inventer? C'est ça, notre rôle, c'est d'inventer. Quelle est notre capacité à produire une pensée? Pas une pensée en réaction. Parfois, on réagit en réaction pour se justifier. D'où le mot, le concept de négritude. C'est que négritude a été pensée par Senghor pour tenter de justifier aux Blancs que le noir s'est pensé. Je ne suis pas en réaction. Je suis un être humain qui appartient à une espèce qu'on appelle l'espèce humaine, qui réfléchit. Et je ne réfléchis pas en comparaison, je produis de l'intelligence. Et nous devons également produire cette intelligence-là. Pas parce que je veux rattraper la... Je n'ai rien à rattraper ici. Rien du tout. J'ai à produire un savoir à partir de la vie, des usages des gens. C'est tout. Et en ce moment, oui, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je le dis très clairement, je le pense. L'avenir du monde, c'est chez nous. On a tout inventé ici. Chez nous, tout est inventé. Tout. Et si on produit cette pensée aujourd'hui, avec cet enjeu, en sortant de lecture manichéenne, blanc, noir, rouge, ceci, c'est pas trop les pensées réactionnelles, non, je ne suis pas en réaction. Et moi, c'est Fanon qui m'a forgé. J'ai juste une petite remarque. Oui. Après, peut-être que je me trompe. J'entends tout le monde,
c'est très intéressant. Est-ce que j'ai une sensation, c'est comme si, malgré le fait qu'on ait des connaissances, malgré le fait qu'on ait un savoir, malgré le fait que nous sommes des Africains, on a quand même une culture qui nous a portés, qui nous a dirigés, qui nous a immergés, parce qu'il faut quand même aussi en être fier. C'est mon berceau. Moi, je suis de Douala. Je suis même en ce n'est pas les casques, mais on dit toujours quand il y a un souci dans une communauté, on fait appel aux anciens. Et les anciens n'ont pas fait bac plus 10, bac plus 20, mais ils ont une connaissance et un savoir. Je pense qu'il n'y aurait pas assez de livres pour sortir d'un bouquin. J'ai l'impression que nous qui sommes de la diaspora, nous qui sommes dans des pays par le monde, on brille par notre savoir, par nos connaissances, par notre envie d'apprendre, par notre envie de... Est-ce que ce n'est pas toujours cette perpétuelle envie ou besoin de montrer à l'autre, parce que moi j'ai l'impression qu'on agit en miroir. Je suis intelligent, je suis comme toi. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est individu, on est unique, on est unique. Donc je n'ai pas à... Tout ce que je fais, mes agissements, mes pensées, tout ce que je montre à mes enfants, je ne peux pas le nier, c'est mon héritage que j'ai reçu. Cet héritage, je ne l'ai pas profité ici en Europe. Cet héritage, je l'ai pris de l'Afrique, de mon ancêtre, de ma mère aussi. Et je le donne à mes enfants. On est ici en Europe, qu'on le veut ou pas, quelque part, l'Europe vient aussi un petit peu nous enrichir. Quand je dis enrichir, ce n'est pas au niveau monétaire. Culturel, parce que la France aussi a une culture. Parce que nos enfants ont cette culture. Parce qu'ils ont double culture. Mais je n'ai pas envie que ces fragments de l'esclavage continuent à perpétuer notre pensée, à donner à nos enfants en disant que tu sois intelligent, que tu aies des connaissances, tu seras toujours inférieur. Non. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de réagir en miroir. Je peux parler avec mon frère africain, avec les connaissances, mais je n'ai pas envie de me sentir, je ne vais pas employer un terme fort, je vais employer un terme plus bas, perturbé par me dire, mais est-ce qu'il le fait parce que je dis donc je pense, ou est-ce qu'il le fait parce qu'il s'est dit, regardez, l'Africain peut aussi réfléchir. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Et je me dis, où est la limite? Non pas qu'il ne faut pas apprendre, non pas qu'il faut pas casser l'école, non pas comme vous avez dit tout à l'heure, l'école qu'on apprend, qu'on le veut ou pas, on a appris à l'Afrique, on a appris ici. C'est un savoir qui nous accompagne, qui nous fait grandir. On ne peut pas non plus le refuser. Mais l'héritage africain, il n'entend pas ici cet héritage africain. Il est où? Vous avez parlé de l'Afrique, vous avez beaucoup voyagé, c'est intéressant. C'est là la vraie vie, c'est là la vraie connaissance. Cette population qui vit, qui parle 4 langues, je pense qu'on est polyglotte, mais nous ici avec nos bac plus 5, bac plus 6, on parle combien de langues? Donc je me sens un peu mal à l'aise dans le fait que j'ai l'impression qu'on agit en miroir. J'ai l'impression qu'on cherche des réponses. Comme il a dit, il n'a pas de réponse. Il y a des hypothèses. Chacun de nous a une pensée, doit avoir cette pensée où à un moment donné on s'est dit, le peu que je connais, je donne à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse aussi grandir quelqu'un d'autre. Mais pas pour prouver que l'Africain, un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, sera comme un Européen. On agit toujours au miroir. Il y a toujours ce fragment d'esclavage qui vient tétaniser notre savoir, notre avancement. Et je suis un peu ennuyée. Je suis vraiment ennuyée. Alors, l'ennui, je comprends. Je partage votre point de vue. L'ennui vient de mon propos ou bien d'un constat général que vous faites? D'un constat général. Ah, ok. Donc, ça me rassure parce que j'étais un peu inquiet. Je me demandais, est-ce que mon pensée... Non, c'est... Honnêtement, lisez Fanon. Ce que vous dites, c'est exactement ce qu'a... Et je rappelle que Fanon est mort en 1961. 1961, Fanon. Et c'est exactement ce qu'il développe. Fanon dit
Parce que c'était un psychiatre, Fanon. Et il mobilise beaucoup, parce qu'il a beaucoup travaillé avec des malades mentaux. C'est comme ça qu'il a construit sa pensée. Et il s'est rendu compte que le malade mental, ce n'est pas tant le fou qu'il y a dehors. Que parfois même le malade mental, c'est celui qui est dans le diplôme, qui ne comprend rien à rien à la vie. Et qui effectivement est toujours en réaction. D'où sa pensée, que Mbembe reprend aussi beaucoup dans ses travaux. La politique de l'inimitié, son dernier livre, il reprend beaucoup la pensée de Fanon. Fanon, pour lui, il n'a pas à se justifier. Non. Il produit de l'intelligence, un point entre. Il n'a pas à dire à l'autre de le voir comme un être humain, non. Et c'est pour ça que pour lui, la liberté, elle est mentale. Si tu n'agis pas sur ton schéma mental, tu as beau avoir l'argent, beau avoir les diplômes, tu serais... Et en passant, l'esclave, c'est pas que chez nous, hein, parce que même si je vais dire, il y a un premier ministre qui a dit que comprendre, c'est excuser. C'est un autre esclave qui n'a rien compris à la pensée intellectuelle, absolument rien. D'ailleurs, Bernard Laï lui a répondu avec un beau bouquin, l'excuse sociologique. Comprendre n'est pas excuser. Donc vous avez des gens qui ont cette crainte-là de la réflexion, qui sont allergiques à la pensée. Et moi, mon propos, c'est de dire à ceux qui sont dans ce courant, certes on est encore peut-être marginal, qu'on n'a pas à justifier. C'est parce que je suis en France que j'ai fui mon pays. C'est pour ça que je disais à Ali, présente-moi comme un passant. Je suis en transition ici. Comme nous tous d'ailleurs. Même ceux qui s'en revendiquent, je ne sais pas quoi souche, qui ne veulent absolument rien dire comme s'ils ne connaissaient pas leur histoire. Qu'ils aient encore lu leur histoire, c'est parce qu'à quoi ça renvoie souche. Donc, et puis nous-mêmes maintenant, et c'est là où je dis qu'on a beaucoup à apporter au monde, c'est ce que j'ai dit en Djamena. Le cousinage à présenter promeut une autre façon d'appréhender le conflit. Un exemple simple, c'est peut-être triste de le dire. Regardez les réponses que les États dits démocratiques aujourd'hui apportent pour lutter contre le terrorisme. Ce sont les réponses militaires, non? Et vous n'allez jamais lutter contre le terrorisme avec les militaires. Jamais. Mais, je suis allé à Ninonko à l'école de commerce. Oui, l'école de commerce à Grenoble, moi. Je suis entré avec un couteau. À la gare. Puis je suis enseignant, on ne m'a pas fouillé. J'avais mon couteau dans le sac, je suis entré. Le soir, ça m'a fait pipi. Bon, ils n'ont pas les pipis là-bas. Je suis entré, j'ai posé mon sac. Après, j'ai dit, c'était un cours sur le. J'ai vu le nom du cours que j'animais. Après, je leur demande qui connaît ce qu'il y a dans mon sac. Les gens me disent bien évidemment, personne. Et je prends mon sac, j'arrive devant une jeune fille, une jeune étudiante, je lui dis, si je mets ma main dans le sac, qu'est-ce que je vais retirer? Tout le monde me répond, vous avez toujours des livres, c'est sûr que c'est un livre. Et quand j'ai sorti le couteau, je lui dis, si je sors ce couteau et que je vous plante dans la pancréate à là-bas, vous allez rester sur la grille de mon discours et les médias vont dire il s'est radicalisé rapidement. Donc on analyse que le discours de quelqu'un et on lui confère une catégorie et on en fait une analyse qui n'est pas vraie. L'humain il est complexe. J'ai rencontré M. Andamena qui a interrogé 250 gars de Boko Haram. C'est ce qu'il ressort dans son rapport. Dans les 250 récits qu'il a, c'est 250 histoires différentes. Vous avez un gars qui vous dit qu'il allait voir Boko Haram parce que le chef de village, il déteste son chef de village. Et donc il est parti adhérer à Boko Haram pour nuire au chef. Vous avez un autre gars qui dit que son patron l'a viré hier. Donc pour être en défiance, il est parti voir Boko Haram. Sur les 250, il n'y a que 2 qui disent qu'ils défendent une certaine façon de pays. Vous avez compris que c'est l'islam? Donc vous ne pouvez pas lutter contre une forme de violence si vous faites l'économie de la pensée. Ce n'est qu'en essayant de comprendre cette complexité. C'est là où nos pays peuvent parler à cette société. C'est ce que j'ai défendu en dernier. Je leur ai dit, allons écrire sur le cousinage à présenter. Oh, ça promeut quoi? Le dialogue. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Faites ce que vous voulez. Mettez les militaires partout. Mais ils en sont conscients.
Je pense que nos dirigeants en sont conscients. Je pense qu'ils peuvent développer ce que vous dites. Ils peuvent le mettre en place, ce que vous dites, le voisinage. La plaisanterie. Voilà. Je pense, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être. Comment on dit ça? Il faut aussi être, à un moment donné, conscient que ben, ils le veulent aussi. Ils ont les pieds et mains liés. Le truc, c'est que la réelle politique est rattrape. Voilà. Ce qu'on appelle la réelle politique. Madame, le meilleur exemple, c'est le Rwanda. Mais moi, ça m'amuse toujours quand il y a la réelle politique. Il y a 23 ans, ce pays a connu un génocide. Allez, j'étais à Kigali. Je ne sais pas s'il y a une ville au monde que Kigali a envié. Qu'a fait Kagame? Allez au Rwanda. On peut critiquer le Rwanda. D'ailleurs, la plupart des rapports critiquent le Rwanda. Mais allez au Rwanda. Ce gars, il a compris une chose. Partons des usages. Il y a un Belge qui a fait un livre qui s'appelle « Comment devient-on génocidaire ?» où il démontre que le génocide au Rwanda n'était pas un conflit Hutu-Tutsi. Il le démontre, c'est un juge. Et dans ce livre, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin, il dit pourquoi lorsqu'on vient analyser nos sociétés, on parle toujours de la dimension identitaire. En Belgique, ça fait près de 100 ans que les Flamands et les Wallons ont de la peine. On conclut conflit identitaire. Pourquoi? Et ça renvoie à quoi? C'est le schéma mental. L'ethnologie a construit toute une philosophie de pensée. Et des gens sont encore prisonniers de cette façon de lire nos sociétés. Et de faire croire que parce que je suis Bamileke, parce que vous êtes Douala, conclusion, nous sommes deux communautés. Pourquoi? Non. Et c'est là où la liberté, je partage, il faut, en tout cas, je ne fais pas la promotion de Fanon, d'ailleurs pas à son âme, mais je pense que sa philosophie, sa pensée, doit nous aider à nous libérer mentalement, à nous libérer intellectuellement, et à combattre ces idées sur le plan intellectuel. Et je refuse, très concrètement, qu'on dise que lorsqu'on lit nos sociétés, on dit conflit ethnique, conflit intercommunautaire. Les communautés ne sont pas conflictogènes. Pour preuve, pourquoi ici ça n'en parle pas? J'ai deux remarques. Oui. La première, c'est que c'est intéressant que vous agissez au niveau, plutôt au niveau des grandes écoles. Pourquoi vous n'émergez pas ces idées chez les tout petits? Parce que je pense que nous avons besoin, nos enfants, de connaître un petit peu, d'avoir un peu cet esprit critique, cet esprit libre, et de se forger leur propre opinion dans cette vie, parce que là, vous allez à l'école de commerce, ils sont déjà un petit peu forgés, ils ont des idées un peu plus arrêtées, ils vont vous écouter, suivre le cours, après ils vont rentrer. Peut-être dans le groupe, peut-être dans 100 étudiants, on va dire, peut-être qu'il y en a 2 qui vont peut-être se dire, ah oui, attends, peut-être que je développe mon esprit un petit peu critique et puis que je me forme ma propre vision du monde. Moi, je pense que nos enfants ont besoin de ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'on les donnait des enseignements européens, tout était écrit ici, oui, mais après, ils n'ont pas le choix, on les donne, ils absorbent ce qu'on les donne. Des conférences comme ça à un niveau plus ludique pour les enfants, je pense que c'est aussi intéressant. Vous parlez de l'islam. Quand il y a eu ce jeune Africain qui a tué à Paris, comment il s'appelle déjà? Voilà. J'étais en train de soigner un patient et il me dit, ah, c'est votre cousin qui vient de tuer. Et moi, désolé, j'ai piqué et puis oui, ça va tellement. Mon cousin, je regarde, oh, mais il est noir comme vous. Noir comme moi, mais c'est pas mon cousin. La matin, donc j'arrivais, tiens, ton cousin, apparemment, il a ce schéma. Voilà, si un noir fait quelque chose de bien, c'est tous les noirs qui sont valorisés. Si un noir fait quelque chose de mal, forcément, tous les noirs sont tout de suite diabolisés. Et je me dis, comment aussi à un moment donné arriver à interrompre cette pensée, parce qu'à un moment donné, qu'on le veut ou pas, on est lié. Je suis arrivée tout à l'heure, il y avait mes frères et mes soeurs africains. On commence par dire bonjour à qui, on fait comment. C'est-à-dire, notre culture nous enseigne quand on arrive quelque part, on dit bonjour, on parle à tout le monde. Mais on arrive ici, on oublie ça. Et dès qu'il y a un Africain qui commet quelque chose, tout de suite, on se rappelle qu'on est africain. De quelle sorte? Ça me dérange un petit peu. Donc, la connaissance,
moi je dis toujours qu'il faut le propager à nos enfants. Et c'est eux, les hommes et les femmes de l'autre, les hommes africains et les femmes africaines de l'autre. Nous, on essaie de se battre. C'est comme si on avait la pirogue et puis on pirogue, on arrive au milieu, on fatigue. Maintenant, ça peut te prendre la raison. Moi, je suis pour que, oui, comme les livres Mamadou et Bineta, je ne sais pas si vous connaissez ça, voilà. Peut-être prendre aussi cette cartographie-là pour nos tout petits, plus apporter aussi ces connaissances-là et pour leur dire, oui, vous êtes des êtres libres et des êtres de pensée et des êtres, comment on dit ça, des femmes et des hommes de demain. C'est tellement riche ce qu'on apprend là et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde et plus d'enfants parce que, bon, peut-être que ça viendrait vite, mais je pense que c'est des éponges, hein, ils comprendront beaucoup de choses. Oui. Merci. Moi, je voudrais remercier Wafou pour tout ce que vous avez dit. C'est moi. Wafou. Merci. Vous savez, je revendique mon droit à l'ignorance. L'ignorance de l'Afrique. Et il y a 4-5 ans, vraiment, j'ignorais tout, jusqu'à ce que dans mon engagement à la PARDAP, l'association qui accompagne les étrangers, on m'a demandé d'aider celui qui est devenu mon frère de Kinshasa, William. Et après, mon chemin a croisé des Ivoiriennes qui m'ont ouvert sur ce qui s'est passé il y a quelques années. Et finalement, comme j'arrivais à la retraite, j'étais disponible. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que chacun est pris dans son tourbillon du quotidien. Et ça m'a permis petit à petit de dire, dans mon ignorance de l'Afrique, il faut que j'essaye de la réduire, cette ignorance. Et j'ai compris l'escroquerie que vous avez mentionnée, et je dirais la nécessité de décoloniser les esprits des Occidentaux, en tout cas des Français. Et bon, je fréquente aussi l'association Survie, et lundi, mardi, on avait la réunion mensuelle, et là, j'ai été sidéré d'apprendre, vous êtes peut-être au courant, et que donc dans la démarche de débaptiser, renommer les rues à Grenoble, de personnes qui ont été des colonialistes au moins intellectuels, il y avait aussi Victor Hugo. Ouais, exact. Vous le connaissez. Mais moi, ça montre bien la nécessité de décoloniser les esprits, y compris des Français, parce que moi je suis seul blanc ici. On est plein de Français aussi. Pour les Français aussi. Et il me semble, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que moi je suis un peu à l'initiative, beaucoup à l'initiative d'une association qui s'appelle Côte d'Ivoire, rechercher et dire la vérité. Et l'objectif, c'est d'expliquer aux Français, d'informer les Français sur ce qui s'est passé depuis 25 ans. Et dans cette optique-là, je pense qu'il est important qu'on travaille ensemble, davantage ensemble, pour les décoloniser les esprits des Français, et de leur idéologie comme raciste, néocoloniale, car il me semble très très important qu'on se donne comme objectif ensemble, et moi je souscris, je soutiens ce projet d'États-Unis d'Afrique. Pour moi c'est un beau projet de demain, mais il est important que, comme lors de la décolonisation du temps de France Fanon, il y ait en France, en Occident, des gens qui comprennent, des Français, des Blancs, qui comprennent les enjeux et qui travaillent d'ores et déjà à semer les graines, ces belles graines. Donc, moi, je souhaite que l'on puisse continuer à travailler l'année prochaine, dans de prochaines occasions, on essaye de travailler, approfondir ces sujets, et puis une prochaine fois, que l'on puisse avoir plus de Français, on ose dire de souche, c'est terrible, des Français issus des colons, issus de la colonisation. Vous voyez ce que je veux dire, je plaisante pas. Donc ça peut être
conclusion, ma conclusion concrète. Oui, en tout cas, moi, comme je l'ai dit, hein, je ne sais pas, peut-être j'ai peut-être pas lié, mais donner ma petite idée de ce que notre conseil a dit tout à l'heure et vous-même. L'approche de décoloniser l'esprit, elle doit être de part et d'autre. Pour repenser un monde nouveau. Et les écrits de Mbembe, justement, c'est un bel auteur. Ils sont peut-être pas très... Ce qui est souvent amusant, c'est quand on parle d'éducation, on en parlait tout à l'heure, on a parfois l'impression que le fait de ne pas éduquer, suivant un référent franco, en tout cas occidentalo-centré, quand il n'y a pas l'éducation, ils sont aérés. Et moi, j'ai fait un débat avec des collègues enseignants à la fac. Je leur ai dit, nous avons tous le dernier diplôme de l'université dans le doctorat, et vous êtes plus aérés que mon grand-père qui est au village. Mais comment ça? Quand vous allez enseigner dans les amphis, vous venez en maître du savoir. Vous êtes le grand prof qui vient donner le savoir. Vous ne donnez pas un savoir. Vous donnez vos hypothèses. Donc le fait de nous le dire, d'ailleurs je n'en parle pas aux étudiants quand moi j'enseigne, je les appelle collègues. Le fait même de dire à quelqu'un qui fait de la recherche qu'il est étudiant, vous lui dites implicitement qu'il est à une échelle inférieure à vous. Et que c'est vous qui avez le monopole du mandarinat, donc du savoir. Donc décoloniser l'esprit, c'est comment je me représente vis-à-vis de l'autre. Ça doit être vice-versa. Et ça prend du temps. Un temps fou et un temps long. Et c'est pour ça que c'est une démarche qui n'est pas très visibilisée. Si je reviens à ce que la sœur disait, la recherche ne donne pas l'argent. C'est un choix. Ce qu'elle dit, heureusement, ma femme ne me dérange pas. Je ne suis pas riche. Je suis un fou. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que dans la société, hein, partout, il y a beaucoup d'escrocs. Un exemple simple. Depuis 3 ans en France, en Europe d'ailleurs, 4 ans, ou 5, l'Europe met beaucoup d'argent sur 2 notions. La migration et la radicalisation. Mais j'ai un collègue là, qui travaille sur la Grèce antique. Maintenant, il est expert en radicalisation. Il dit, mes chers amis, mon frère, depuis 8 ans, ouais, dis la vérité. Maintenant, tu es expert en radicalisation. Comment? Tu disais que tu travailles sur la Grèce. Maintenant, tu te présentes comme étant. Les programmes de recherche, parfois, sont des programmes pour capter la rente, capter l'argent. Donc, on va capter l'argent, et vous allez voir des gens à prétention intellectuelle, aller dans les médias, vous parlez de la radicalisation. Ils n'en savent rien. Je dis rien du tout. Le petit exemple que je vais prendre. J'ai fait un article qui est publié dans le cahier de Modon sur la Syrie. Vous savez qu'aujourd'hui, le mot Syrie veut dire terre de criminalité. C'est-à-dire que si moi, faux, je vais en Syrie et je reviens, j'aurai un problème. C'est-à-dire que le mot Syrie renvoie à la terre où on construit une posture qui va venir nier l'humanité à l'autre. Et dans l'article, je montre qu'il y a un Français qui enseigne dans une université à Raqqa, qui enseigne d'ailleurs la philosophie française. S'il lui revient, il n'aura pas de souci. Parce que le schéma mental voudrait que celui qu'on appelle le blanc, lorsqu'il part apporter quelque chose, pas aider. Et celui qui n'est pas comme ce modèle référent est un problème. Et l'exemple que je vais prendre, c'est avec le crash de la Germanwings. Vous avez vu le crash de la Germanwings? C'est sur Internet, hein? Tapez sur Internet. La conférence de presse du procureur de Marseille. Il commence la conférence. On lui demande quelle est l'origine ethnique du copilote. Il dit, il ne sait pas.
Un autre journaliste prend la question, quelle est l'origine ethnique du Gopila? Il dit, si vous voulez que je vous dise qu'il est répertorié comme terroriste, il n'en est rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire implicitement que s'il venait du Mali, du Cameroun ou de Syrie, ou si c'était appelé Mouafo ou Mohamed, peut-être qu'on aurait rapidement conclu que ce gars est un terroriste. Bon, maintenant, comme le schéma mental voudrait qu'il y ait un modèle qui a atteint le dernier niveau de la modernité, on va dire qu'il est un déséquilibré mental. Vous voyez comment les mots qu'on mobilise tentent d'objectiver en fait. L'autre exemple, c'est avec la tragédie de la famille Touadec. Le monsieur qui a découpé le père, la mère, le frère, c'est-à-dire que le père, la mère, le fils et la fille, découpé, hein, il dit bien découpé, et aller dispatcher les morceaux de corps. Je vous rappelle que le procureur de la République a demandé à ce qu'un psychiatre aille comprendre qu'est-ce qui a mené le beau-frère Touadec à découper. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir Salah de Salah pour également comprendre. Vous voyez comment le schéma mental, comme dit Fanon, hiérarchise l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il y a, dit-on, un modèle qui atteint le dernier niveau de la modernité. Et que celui qui n'est pas dans ce référent, on va encore le traiter de façon, je ne sais pas, bon, je ne vais pas dire déshumanisante, c'est un peu trop dur, mais vous, je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc, décoloniser voudrait que les mots qu'on mobilise ou nommer soient des mots qu'on mobilise pour tout le monde. Qu'on ne tente pas d'objectiver un cas, mais pour d'autres, on tend à la globaliser. Moi, j'ai fini en disant, comme Mandela, je ne paye jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc moi, j'apprends chaque jour et je ne paye jamais. Mais je gagne parce qu'aujourd'hui, nous avons échangé, nous avons discuté. Peut-être que nous deviendrons tous des ambassadeurs d'un nouveau discours qui réveille l'esprit et qui l'ouvre sur le monde. Comme dit Felvin Sarr, la pensée du large. Bon, merci. Merci à vous, merci à tous d'être venus. S'il y a encore quelques petites questions, on va peut-être prendre 2 minutes maximum parce que voilà, je vous avoue que c'est un peu la fin aujourd'hui et qu'on a largement passé l'heure. Voilà, s'il n'y a pas de questions, sinon on peut arrêter là en fait. Je crois que c'est bon, hein? Ah, bon, je pense on va bien échanger. Merci encore d'être venus à tous. Merci. Merci bien. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors on vous aide à ranger, je sais qu'il se voit.